et bon courage à toutes et à tous. Donc là, vous pouvez choisir de mettre votre pseudo en cliquant sur Player Name. Vous avez Manage Access. J'ai lancé le nouveau quiz. Vous pouvez choisir de mettre votre pseudo à vous. Donc, vous pouvez mettre, si vous cliquez sur QuizKit, vous pouvez décider de mettre un pseudo pour pas être vous appeler contestant. Allez, c'est parti. On y va. Je lance. Dans ERA, les bâtiments que vous devez construire sont sous forme de jetons, de dés, de plastique en 3D ou de cartes. Allez, vous avez une réponse possible sur les 4. Plus que 5 secondes. Attention, attention. 3 secondes. 2 secondes. Donc ça va vite hein, dans les questions. Donc j'ai eu 2 réponses sur carte et une réponse sur plastique 3D. La bonne réponse c'était plastique 3D. Dans ERA, vous avez des petits bâtiments en plastique que vous allez poser sur un plateau et qui vont vous permettre de construire votre cité. On le verra peut-être sur un des jeux de la gare à jeux prochainement en fonction de ce qui sera débloqué. Et d'ailleurs, au passage, je remercie Loïc pour le don qui a permis de passer la gare à jeux niveau 3. Donc du coup, il y a 2 nouveaux jeux, je les mettrai demain soir pour les spectateurs, mais il y a 2 nouveaux jeux qui ont été débloqués. Il y a Too Many Bones, donc vraiment un super jeu dont j'en parlerai un peu plus tard, et aussi Legend Untold. Allez, on passe à la deuxième question, c'est parti. Je peux anticiper ce qui va arriver sur le prochain tour dans quel jeu? Sight, l'Ordre de Veyel ou Spirit Island? Ou alors, je ne sais pas. Vous avez une chance sur 4, même si vous ne savez pas les réponses, vous pouvez toujours cliquer au hasard. Attention, attention, du coup on attend les réponses. Et là je mets la réponse, c'était Spirit Island. Du coup j'ai 2 bonnes réponses sur Spirit Island et une sur je ne sais pas. Donc Spirit Island est un jeu coopératif où on va, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est un jeu où on va avoir un plateau, on va jouer avec des cartes, on va être des esprits de la forêt, et on va empêcher les humains de venir coloniser les îles. Donc du coup les humains essayent de venir sur les îles, et nous, on incarne en fait des créatures, le feu, les arbres, etc., l'eau, et ces créatures vont empêcher les humains de venir. Et donc le but du jeu, ça va être on va savoir un tour en avance ce qui va se passer, où c'est que les humains vont arriver. On a un tour d'avance où on sait ce qu'ils vont faire, comment ils vont construire, et du coup on va pouvoir essayer de les empêcher de venir sur cette île. Donc un très très bon jeu coopératif, mais très très difficile. Donc c'était Spirit Island. Nouvelle question, c'est parti. Donc 2 bonnes réponses, bravo, bravo, bravo. On y va, attention. Question 3. Quel jeu je n'amène pas chez des amis si j'y vais à pied et que je n'ai qu'une main prise, j'ai une main prise par un gâteau et une autre main où je dois amener du vin. Donc j'ai les 2 mains qui sont prises, je dois y aller à pied. Est-ce que j'amène Hero Realms, One Deck Donjon, Way of the Samurai ou Kingdom Death Monster? Lequel des 4 jeux je ne veux pas amener si je suis à pied? Alors, je vais le mettre là-bas. Comme ça, je vais changer. Donc, si vous ne connaissez pas les jeux, c'est pas un souci. Comme ça, je vous explique un petit peu ce que c'est en même temps. Voilà. Donc, en gros, hop là, voilà. Là, vous aviez, donc dans ce jeu, je vous répète, la question c'était quel jeu je n'amène pas chez des amis si j'y vais à pied et que j'ai une main prise pour le gâteau et l'autre main prise pour le vin. Donc en gros, je peux pas prendre mon jeu dans les mains, je suis obligé de le prendre dans la poche. Hero Realms, ça rentre dans la poche. One Deck Donjon, ça rentre dans la poche. Way of the Samurai, ça rentre dans la poche. Kingdom Death Monster, il faut savoir que c'est une boîte qui pèse environ au moins 15 kg et qui est grosse
qui est énorme. C'est la plus grosse boîte de jeu que je puisse avoir. Donc on ne pouvait pas amener Kingdom Death Monster. Hop. Et j'ai eu 2 bonnes réponses pour Kingdom Death Monster. Bravo. One Deck Donjon, c'est un petit jeu de dés. Ça rentre dans la poche. Donc on aurait pu l'amener. On y va. Et on passe à la prochaine. Il faut des poches larges. Ouais, One Deck Donjon et Web of the Samurai, ça rentre large. Hero Realms, il faut une poche un peu plus large, peut-être. Mais Kingdom Death Monster, c'est sûr. Allez, on y va. On passe à l'autre. C'est parti. Nouvelle question. Question numéro 4. Lequel de ces jeux, avec ces extensions, n'a pas de système Legacy? Charterstone, Ion's Hand, Gloomhaven ou Projet Gaia? Legacy, ça veut dire que c'est un jeu où à chaque fois où on y joue, on va changer des choses dans le jeu, et la fois d'après, on va jouer en fonction de ce qu'on a fait sur la partie précédente. Donc c'est des jeux en fait qui ont une mémoire et qui évoluent au fil du temps. Le Legacy, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu où on va avoir un jeu qui va être en persistant, donc qui va continuer au fil des épisodes et qui va rester dans le temps. Donc ça veut dire quand vous prenez une décision, elle reste. La partie suivante, vous allez devoir faire en fonction de ce que vous avez fait sur la partie précédente. Et donc la réponse, c'est Projet Gaia. Bravo, 2 bonnes réponses pour Projet Gaia. Donc effectivement, sur Projet Gaia, il n'y a pas de système de legacy, contrairement à Charterstone, Ion's Hand et Gloomhaven. Bravo. Donc pour les scores pour l'instant, on le montrera après, on continue. Next question. Attention, c'est parti. Lequel de ces jeux a un gameplay asymétrique? Charterstone, je ne sais pas, Root ou Feudum? Il faut savoir qu'asymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque joueur va avoir son personnage ou son clan qui va être joué différemment des autres clans. Asymétrique, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous allez avoir des règles différentes en fonction de vos clans. Donc chaque clan va avoir un système de jeu différent pour pouvoir gagner. Donc c'est la différence, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le même jeu, mais chaque clan ou chaque faction va avoir un système de jeu un peu différent, on appelle ça un système asymétrique. Et donc le système de jeu asymétrique, c'était sur Root, effectivement, bravo, sur Root, on a un système de jeu asymétrique. Bravo, donc du coup, chaque clan a un style de jeu différent. Attention, c'est parti pour la prochaine question. Question numéro 6. Une boîte est prévue par l'éditeur pour ranger tout le contenu du jeu et ses extensions avec un design magnifique pour ce jeu. C'est un jeu qui a beaucoup d'extensions. Lequel c'est? Où l'éditeur va créer une boîte exprès. Too Many Bones, Cine Tempore, Dungeon Degenerate ou Cthulhu Diff May Die. Merci. Bon, attention, mon accent. J'étais censé juste vous faire voir et pas vous parler, vous dire les réponses et les questions. Donc là, je suis obligé de vous parler en même temps, donc désolé pour mon accent. Donc parmi ces jeux, il y en a un où l'éditeur a prévu de faire une magnifique boîte de rangement qui est très très belle, que je vous montrerai bientôt d'ailleurs quand elle sera reçue, puisque c'est un jeu que nous venons de débloquer à la gare à jeux. Et c'est Too Many Bones. Bravo pour la bonne réponse. Donc Too Many Bones, c'est un jeu effectivement qui va avoir une nouvelle boîte de jeu qui est magnifique. Et qui va arriver, je pense, prochainement. Allez, prochaine question, c'est parti. Tel un livre dont on est le héros. Je suis Descend Dungeon, Balle au pont de Rêve de Dragon, Four Against Darkness ou Iron Sworn. Lequel de ces jeux correspond à un livre dont on est le héros? Descend Dungeon, Balle au pont, Four Against Darkness ou Iron Sworn. Encore une fois, désolé pour mon accent, je ne pensais pas lire les réponses. Alors, attention, et la bonne réponse c'était Balle au pont de Rêve de Dragon. Là, nous avons des réponses disparates. Donc, Balle au pont, en fait, Rêve de Dragon, c'est un jeu de rôle qui a été réédité pour la 3e édition, sinon c'est un vieux jeu de rôle. Et dans la réédition, ils ont décidé de faire aussi, avec le jeu de rôle, un livre dont on est le héros, qui s'appelle Balle au pont. Et il y a aussi une deuxième suite, en fait, de Balle au pont.
Donc, livre dont on est le héros, c'est Balle au pont de Rêve de Dragon. Question suivante. Je peux augmenter le niveau de mon héros sans limite, c'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué à un certain niveau. Dans Ranger of Shadow Deep, je ne sais pas, Shadow of Brimstone ou For Against Darkness, dans lequel je peux augmenter les niveaux de mon héros sans limite. C'est-à-dire qu'au fil des parties, à chaque fois, je vais pouvoir augmenter de niveau sans que ça s'arrête. La plupart des jeux ont un arrêt. On s'arrête au niveau 5, au niveau 8, au niveau 10, dans lequel on peut monter très haut en niveau. Alors, la première fois, sur la question numéro 8, je n'ai pas eu de bonne réponse. C'est la première fois. La bonne réponse, c'était Ranger of Shadow Deep. Sur Ranger of Shadow Deep, on a un héros qui, au fil du temps, va pouvoir gagner de l'expérience, gagner des niveaux. Et c'est un jeu en fait qu'on appelle, c'est presque un wargame. C'est un wargame coopératif qui peut se jouer solo. C'est un des rares games coopératifs puisque la plupart des wargames se jouent pas tout seul. Ouais, là du coup Loïc, tu déconnes, hein. Donc c'est un jeu en fait avec des figurines où on va choisir nous-mêmes les figurines qu'on veut mettre dans le jeu, puisque du coup il n'y a pas de figurines attitrées, et on va pouvoir jouer à plusieurs dans ce jeu on va mettre des décors et on va avoir des missions à faire pour sauver le royaume. Et notre héros va de partie en partie augmenter de niveau. Allez, on continue, c'est pas grave. Question numéro 9. Question numéro 9, je n'ai pas de limite sur le nombre de joueurs. Je suis Adventure in Osterion, Hero Realms, Dreamscape ou Welcome. Donc Aventure en Osterion, Hero Realms, Dreamscape ou Welcome. Ah là là, il n'y a que des noms en anglais, c'est pas possible. Alors, dans lequel il n'y a pas de limite de nombre de joueurs? Dans lequel de ces jeux on peut jouer à un nombre de joueurs illimité, entre guillemets? Et la réponse était Welcome. Bravo, 2 bonnes réponses pour Welcome. Donc Welcome, il faut savoir qu'en fait c'est un jeu où on va juste écrire avec un papier et un crayon, on a des cartes pour regarder et on va avoir un lotissement. Et sur ce lotissement, en fait, on va falloir gérer au mieux nos actions. Et comme les cartes sont valables pour tout le monde, ça se joue, on peut jouer tout seul, mais on peut très bien jouer à 10, à 15, à 20. Il suffit juste d'avoir une fiche par personne et on va essayer d'optimiser au mieux nos lotissements. Donc on va avoir des cases à cocher pour remplir nos lotissements. Allez, question suivante. Un jeu de cartes où je dois déplacer mon héros dans la zone de jeu. Je ne sais pas. Heroes of Terrinot, les héros de Terrinot, Dark Soul Card Game ou Ion's Hand. Donc dans quel jeu je vais avoir un héros où ma carte va avoir une importance dans son placement? Donc souvent, dans la plupart des jeux, on va poser notre héros en jeu, notre carte en jeu, mais la carte ne va pas avoir un placement spécifique. Là, dans un de ces jeux, le placement de la carte, du héros et des ennemis, le placement est important. Ah, j'ai perdu un joueur dans les réponses. Ah, Loïc nous dit limite de 99 dans la boîte de base pour Welcome, parce que du coup, on a quand même un limite de nombre de papiers. Et puis, il faut que ça rentre dans une salle, en rétroprojecteur. Donc, la bonne réponse, c'était Dark Soul. Dans Dark Soul, vous avez un jeu, donc du coup, qui est coopératif. Vous allez affronter des ennemis, et à la fin, on va avoir un gros méchant à affronter. Et vous avez un petit plateau où vous avez votre carte qui va devoir se positionner. Donc vous allez devoir placer votre héros en fonction de 6 emplacements différents, à l'arrière ou à l'avant, sur la gauche, au milieu ou à droite. Donc du coup c'est dans Dark Soul Card Game. Et il y a de l'orage qui tape fort. On y va, j'ai perdu un joueur ou une joueuse. Next question. C'est parti. Question numéro 11. Un système économique bien pensé pour faire tourner le commerce. Dans Sight, Spirit Island, Feudum ou je ne sais pas. Donc dans quel jeu on a un système de commerce très très bien pensé et donc un système économique qui tourne dans ce jeu.
Est-ce que c'est dans Sight, dans Spirit Island ou dans Feudum? Feudum. Attention, attention. Et c'était Feudum. Et du coup, apparemment, j'ai un spectateur qui participe aussi. Bienvenue à toi, spectateur ou spectatrice, puisque vous êtes maintenant 4 à voter. Donc, du coup, j'ai une nouvelle personne, bravo, bienvenue, qui joue avec nous. Hey, 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 c'est Jojo! Jojo qui joue aussi. Et voilà, welcome Jojo. Donc, du coup, Jojo qui est arrivé. Et c'était la bonne réponse, c'était Feudum. Feudum, du coup, qui est un jeu avec une super idée de commerce économique, puisque on va avoir des guildes et à chaque fois on va avoir des personnages qui vont, les joueurs vont devoir se positionner dans des guildes. Et par exemple, si je fais de la récolte, je vais ramener aux fermiers ma récolte. Les fermiers vont donner cette récolte à des marchands, qui vont les donner aux alchimistes, qui vont construire des navires, etc., etc. Donc, tout un commerce qui bouge au fil des guildes. Donc, très très bien pensé, c'est dans Feudum, qui se joue en mode solo avec l'extension de la Queen. Et on continue, question numéro 12. C'est parti. Question numéro 12, on y va. Dans Blackstone Fortress, combien de bastions doivent être explorés pour débloquer la crypte cachée? 6, 3, 4 ou 5? Dans Blackstone Fortress, combien de bastions doivent être explorés pour débloquer la crypte cachée? 6, 3, 4 ou 5? Attention, donc du coup, attention, attention. Alors, on y va. Préparez-vous. Faites les bons votes. Et manque de bol, c'est dommage. Personne n'ajuste sur les 4. La bonne réponse, c'était 4. Donc Blackstone Fortress est un jeu de la licence Warhammer, qui est un très très chouette jeu qui se joue principalement avec des dés. Et en fait, on joue à un jeu entre guillemets futuriste, un peu science-fiction, et on va post-apocalyptique. Et on va aller avec nos personnages, on va atterrir sur une planète où il y a une forteresse noire et on va devoir trouver une crypte cachée. Cette crypte cachée, pour y aller, il va falloir d'abord passer par des bastions. Donc on va trouver des indices. Les indices qu'on va trouver dans les espèces de zones vont nous amener dans des bastions, vont débloquer des bastions. Et quand on aura débloqué 4 bastions, on aura la carte cachée, le code pour pouvoir aller dans cette fameuse crypte cachée. Allez, next question. C'est parti. Le jeu qui a fait le plus d'argent récemment sur Kickstarter. Arena the Contest, Tinted Grail, Everfield ou Frosthaven. Encore une fois, désolé pour mon accent. Donc, quel est le jeu qui a fait récemment le plus d'argent sur Kickstarter? Donc, c'était il y a très peu de temps. Je crois que c'était il y a un mois environ, même pas avant la fin du confinement. Donc, quel est le jeu qui a fait le plus d'argent sur Kickstarter, avec beaucoup de gens qui ont... Je crois qu'il y a eu 60 000 personnes qui ont financé le jeu. Bravo, 3 bonnes réponses, c'était Frosthaven. Donc Frosthaven, c'est la suite, entre guillemets, de Gloomhaven, qui avait fait beaucoup de... qui est numéro 1, en fait, sur Board Game Geek. Et donc, Isaac Shield a fait la suite, qui s'appelle Frosthaven, qui sortira du coup dans un an. Et Kickstarter est une plateforme participative qui permet de payer les jeux à l'avance pour les payer moins cher et aider les auteurs à sortir leurs jeux ou les éditeurs. Et donc là, Frosthaven a tout battu les records sur Kickstarter puisqu'il a empoché je ne sais plus combien de millions d'euros, mais je ne sais pas si on était en tout cas on était à plus de 10 millions. Donc impressionnant, Frosthaven. Pour savoir, pour Everfields, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui a très très bien marché aussi. Donc c'était une très bonne réponse aussi, mais qui a quand même fait moins d'argent que Frosthaven. Et c'est un jeu de cartes qui devrait sortir, si on a de la chance, l'année prochaine. On y va, next question. C'est parti. Combien de cartes il y a dans la boîte du 7e continent? 645, 962, 366 ou 1145? Combien de cartes il y a dans la boîte de base du 7e continent? 645, 962, 366 ou 1145? Attention, attention.
C'est parti. Et la bonne réponse était 962. Bravo pour les deux personnes qui ont réussi. C'était pas loin pour le 1145, un petit peu juste pour le 366. Il faut savoir que le 7e continent c'est un jeu français qui a très bien marché aussi sur Kickstarter, qui a vraiment fait l'unanimité. Et c'est un jeu d'exploration. On va jouer en coopératif, on est des explorateurs et on va avoir des missions où on va aller chercher, on va avoir des buts, comment dire, on va aller sur un continent, un monde ouvert. Et sur ce monde ouvert, il va falloir visiter, trouver entre guillemets des indices pour arriver à notre quête ultime. Et du coup, dans le jeu de base, il y a quand même 962 cartes, donc c'est pas mal. Avec, voilà, merci Loïc, des malédictions à résoudre, tout à fait. Donc on peut choisir le nombre de malédictions qu'on met dans le jeu, mais déjà une malédiction, ça nous prend bien une vingtaine d'heures pour la réussir. Donc du coup, c'est un jeu qui dure assez longtemps, mais qu'on peut faire en plusieurs fois. Prochaine question. Allez, question numéro 15. Entre ces trois jeux de Vlad Chvátil, lequel a le plus de modes de jeu? Mage Knight, Codenames ou Truth the Age? Ou alors je ne sais pas. Mode de jeu, c'est-à-dire mode coopératif, mode solo, mode compétitif. La façon dont on peut jouer dans le jeu. Donc souvent, il y a 1-2 modes dans lequel de ces jeux, il y a le plus de modes possibles de jeu. Donc je rappelle, compétitif, c'est les uns contre les autres. Coopératif, c'est on est les uns avec les autres, on joue tous ensemble contre le jeu. Mode solo, c'est ce qu'on fait quand on est tout seul chez soi. Ou alors à la gare à jeu, où je propose effectivement de jouer tous ensemble les modes solo contre le jeu. Donc c'est un système un peu différent. Et la bonne réponse était Mage Knight. Je n'ai pas eu là pour le coup de bonne réponse. Il faut savoir que dans Truth the Age, on a moins de modes de jeu que dans Mage Knight. Dans Mage Knight, on peut jouer en solo, on peut jouer en coopératif, on peut jouer en compétitif, on peut jouer en semi-coopératif, on peut jouer en semi-compétitif. Enfin bref, il y a tous les modes de jeu inimaginables sur ce jeu, c'est assez impressionnant. C'est vraiment très chouette. C'est un jeu avec des tuiles et des cartes. On en parlera dans une prochaine émission, je pense. On continue. Question numéro 16. C'est parti. Attention. Qu'est-ce qui différencie Ion's End des autres deck building? Son marché de cartes varié, la pioche du joueur qui ne se mélange pas, je ne sais pas, ou le nombre de cartes en main au début du tour. Donc un deck building, c'est quoi? C'est un jeu de cartes et on va en fait, au fil du temps, créer notre pile de cartes. Un deck, en fait, c'est une pile de cartes et on va en fait avoir des cartes que l'on va sélectionner, qu'on va rajouter dans notre pile de cartes. On appelle ça du deck building parce qu'au fil du temps, on va améliorer notre pile de cartes. Donc, deck building. On améliore notre deck de cartes et après, on va jouer avec ce deck de cartes qu'on aura amélioré. Mais il y a des deck building qui sont un peu différents les uns des autres. Et du coup, parmi tout ça, c'est Ion's End qui en fait a une pioche du joueur qui ne se mélange pas. Bravo pour les 3 bonnes réponses. Donc Ion's End, à chaque fois qu'on va se défausser des cartes, quand on va reprendre notre défausse, on va reprendre notre défausse sans mélanger la défausse. Donc ça veut dire que si on est capable de calculer ce qui s'est passé avant, on est capable de savoir sur quelle carte on va tomber. Donc on peut anticiper ce qui va se passer lors des cartes que l'on va tirer. Puisque du coup, c'est nous qui avons décidé de l'ordre des cartes qui ont été défaussées. Donc on va récupérer le deck de la même façon. C'est pour ça c'est la différence, parce que souvent, dans les deck building, on va mélanger notre deck. Donc on sait les cartes qu'on a dans le deck, mais on ne sait pas quand c'est qu'elles vont arriver. Attention, préparez-vous pour la prochaine. Hop là. Et voilà, je suis de retour. C'est parti pour la question numéro 17. Attention, attention. En avant. Combien peut-il y avoir de patients au maximum dans l'hôpital d'un joueur dans le jeu Dice Hospital? 14, 8, 6 ou 12? Dans Dice Hospital, combien peut-il y avoir de patients au maximum dans votre hôpital? 14, 8, 6 ou 12? Donc il y a un nombre de patients limité dans l'hôpital de chacun des joueurs.
Attention, attention. Et la bonne réponse était 12. Donc dans Dice Hospital, effectivement, on va avoir une ambulance qui va arriver à chaque nouveau tour et on va devoir récupérer les patients et on va devoir essayer de les soigner le mieux possible. On va les mettre dans des salles appropriées pour les soigner. Les patients sont symbolisés sous forme de dés. Si jamais on a 12 patients qui sont déjà dans notre hôpital, on ne peut plus en recevoir. Ça veut dire qu'on va être obligé de... Il y a des patients qu'on ne pourra pas soigner, du coup, qui vont, entre guillemets, mourir pour pouvoir accueillir les nouveaux patients. Donc, c'est 12 patients au maximum. Et on passe à la question numéro 18. Attention, c'est parti. À combien de joueurs peut-on jouer à Sight lorsque l'on a toutes les extensions? Donc, attention, avec toutes les extensions de Sight, à combien de joueurs on peut jouer? 7, 5, 6 ou 8? 7, 5, 6 ou 8. Sight. Sight, qui est un jeu qui a un mode, ce qu'on appelle un automa, où on peut jouer en mode solo, ou alors on joue les uns contre les autres. En tout cas pour la boîte de base. Et après, il y a des extensions qui ont été faites pour le jeu, pour pouvoir jouer à plus de joueurs. Et avec les extensions, au maximum, on peut jouer à 7 joueurs. Donc 7 joueurs au maximum avec les extensions. Donc là, du coup, pour une fois, j'ai pas eu de bonne réponse, mais c'est assez rare. Donc du coup, là, rien du tout pour celui-là. Allez, on enchaîne. Donc Sight d'ailleurs, qui est un très très bon jeu, un de mes jeux peut-être préférés, qui a une très très bonne dynamique, où on peut avoir du combat, mais pas que. Ça pourrait être assimilé 4X, mais pas que, parce que il n'y a pas tout, où on va avoir en fait du contrôle de territoire, où on va avoir des gestions de ressources, et on va, dans ce jeu, construire légèrement, récupérer les espaces sur le plateau, l'espace de jeu, et on va avoir des clans, des factions qui vont avoir des systèmes des mécaniques légèrement différentes les unes des autres. Allez, on passe à la question numéro 19. Combien de dés custom il y a dans la boîte de Too Many Bones? 89, 136, 190 ou 58? Je rappelle que Too Many Bones, grâce à Loïc, a été débloqué parce que la guerre à jeu est passée niveau 3. Grâce au don de Loïc, nous avons maintenant Too Many Bones et Legend d'Untold en plus dans les jeux débloqués dans la ludothèque de la gare. Et donc, Too Many Bones sera sûrement joué prochainement. Combien de dés custom? C'est un jeu où il y a beaucoup de dés, mais c'est des dés un peu particuliers. Puisque les dés sont faits en fonction de chaque personnage. Ah, là on a perdu 2 joueurs, on a eu que 2 réponses sur celui-là. Et effectivement, 2 bonnes réponses, puisque c'était 136 dés custom. Bravo. Bravo, bravo. Pas évident cette question pour savoir le nombre de dés exact. Donc effectivement, sur Too Many Bones, chaque personnage va avoir un système de jeu un peu particulier et il va avoir ses dés propres qui lui sont propres. Et sur chaque lancer de dés, on va avoir des actions spéciales en fonction de la fiche du personnage. Et c'est parti pour la question numéro 20. Attention. Combien de scénarios dans la boîte de base version 2 de Robinson Crusoe? Robinson Crusoe est un jeu coopératif de survie sur une île, évidemment vous vous en doutez. Et il y a des scénarios. Sur la boîte de base, il y a des scénarios. La boîte de base a été rééditée. Il y a une version numéro 2. Est-ce qu'il y en a 7, 6, 5 ou 8? Donc combien de scénarios, combien de missions différentes dans Robinson Crusoe version 2? Je parle de la boîte de base évidemment. Puisqu'il y a une extension qui vient de sortir où on peut jouer en mode campagne. Donc du coup, où les scénarios se suivent. Contrairement à la boîte de base où on joue une mission et c'est terminé. Un très très bon jeu aussi, très difficile mais très bon. Et du coup, c'était 7. Nous avons 7 scénarios dans la boîte de base. Alors, j'ai un nouveau spectateur ou spectatrice. Donc, pour la personne qui vient d'arriver, on fait le quiz, ça n'arrive pas à votre écran. On fait le quiz par QuizKit. C'est une extension qu'il faut activer à côté de votre chat. Vous avez extension à activer. Et quand vous activez l'extension QuizKit, vous pouvez participer, vous pouvez toujours le faire, vous pouvez participer aux questions de la soirée, donc questions sur les jeux de société et sur les jeux de société qui ont un mode solo. Donc il faut activer QuizKit
Et là, ça apparaît à votre écran, les questions et les réponses. Et du coup, après, il va y avoir un nombre de points affichés en fonction de chaque réponse de tout le monde avec un gagnant ou une gagnante à la fin. Et du coup, comme ça apparaît pas pour le replay, j'explique les questions et les réponses qui sont proposées. On continue, question numéro 21. C'est parti. Question numéro 21. Lequel de ces mots ne définit pas March of the Ants, que l'on peut assimiler 4x? Donc dans le 4x de ce jeu, lequel mot n'est pas le bon? Expand, explore, exploit ou exit? Donc il y a des jeux qui sont assimilés 4x, lui il en fait partie. Désolé pour mon accent encore une fois. Désolé. Lequel de ces mots ne correspond pas au 4x? Il y a un intrus là-dedans. Il faut trouver l'intrus. Et donc l'intrus c'était exit. Je crois que le bon mot c'est exterminate. Donc c'est extermination. Donc là du coup exit n'en fait pas partie. Et logiquement il aurait fallu mettre exterminate à la place. Donc dans un jeu 4x, on va donc explorer du territoire, exploiter le territoire avec des ressources, exterminate c'est-à-dire qu'on va avoir du combat, et expand c'est-à-dire qu'on va contrôler le territoire et s'étendre sur le territoire. Donc on appelle ça des jeux 4x. Et c'est parti pour la question numéro 22. Lorsque l'on débute la campagne de Gloomhaven, combien de classes sont disponibles au départ? 3, 6, 5 ou 4? Donc 3, 6, 5 ou 4. Lorsque l'on débute la campagne de Gloomhaven, combien de classes sont disponibles au départ? Attention, attention. Donc je rappelle que ceux qui veulent voir à l'écran, il faut activer QuizKit. Et la bonne réponse, c'était 6. Nous avons 6 classes de départ. Et sur les 6 classes de départ, on peut jouer jusqu'à 4 héros. Et donc là, du coup, sur le jeu de base. Là, je n'ai pas eu de bonne réponse. Attention, prochaine question. Gloomhaven, du coup, on en a parlé tout à l'heure avec la suite qui est Frosthaven. Question 23. Break. C'est galère dans quel jeu? La capacité Break dans Folklore The Affliction, The City of King, Too Many Bones ou Shadow of Brimstone. Dans quel de ces jeux il y a une fonction qui s'appelle Break? La fonction Break est galère. Voilà, et si jamais vous en avez marre de mon anglais, vous pouvez faire un don, j'irai prendre des cours d'anglais pour mieux parler l'anglais. Donc comprendre l'anglais de ce qui est lu, ça va, j'arrive à lire l'anglais. Donc beaucoup de jeux sont en anglais, il n'y a pas de problème. Par contre, mon accent, c'est pas la même histoire. Donc du coup, la réponse, c'était Too Many Bones. Dans Too Many Bones, on a ce qu'on appelle les baddies. Les baddies, donc on a les méchants qui ont des capacités. Et il y a une capacité qui s'appelle Break. Et la capacité Break, elle est très compliquée parce qu'en fait, elle enlève des dés. On a des dés, donc ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et il y a des dés d'attaque. Et lorsque on attaque les créatures, on va utiliser nos dés d'attaque. Sauf que quand on va attaquer la créature qui a l'option Break, et bien du coup, on va perdre nos dés d'attaque. Donc au bout d'un moment, on se retrouvera à avoir plus de bras, plus de chocolat pour attaquer. Prochaine question, question numéro 24. Cherchez l'intrus. Le défi de l'arène, One Deck Dungeon ou Unbroken. Quel est l'intrus parmi ces 3 jeux? Ou je ne sais pas. Évidemment, je ne sais pas, c'est un intrus, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut choisir. Défi de l'arène, One Deck Dungeon ou Unbroken. Quel est l'intrus? Attention, attention. Je rappelle aux spectateurs et spectatrices que vous pouvez rejoindre le quiz en direct en cliquant sur l'overlay Quiz Kit. Et l'intrus, c'était One Deck Dungeon. Pourquoi j'ai dit intrus? Tout simplement parce que le défi de l'arène et Unbroken sont des jeux où on joue en solo et qui se jouent exclusivement en solo pour le coup. Contrairement à One Deck Dungeon
ou on peut jouer aussi à 2 joueurs. Donc c'est pas exclusivement solo. Les deux autres jeux ont un mode de jeu exclusivement solo. Voilà. Je ne sais pas si tu joues, si tu es toujours en train de répondre aux questions, Loïc, mais là, effectivement, il y a du relâchement. On continue pour la question suivante. Question numéro 25. C'est parti. Combien y a-t-il de boss dans l'ordre de Veyel, dans le chapitre 1 de l'ordre de Veyel? Ordre de Veyel, un jeu qui a été kickstarté, un jeu français de la maison d'édition Paria, qui sont très très chouettes, très, très sympa comme maison d'édition. Et ils vont sortir un chapitre 2 qui va grandement faire évoluer le jeu. Et dans le chapitre 1, combien y a-t-il de boss? C'est un jeu qui peut être assimilé à un jeu de rôle sur table, dans le sens où on va avoir beaucoup de lancers de dés, et très accessible dans sa façon de jouer. Donc on peut sortir facilement en famille. Et donc j'ai 2 réponses sur le chapitre, sur les 3 boss. Manque de bol, c'était 4 boss. Donc du coup il y a 4 boss sur l'ordre de Veyel, le chapitre 1. Ah, alors, on y va, on continue. Attention, c'est parti. Question 26. Cherchez l'intrus. Ranger of Shadow Deep, Four Against Darkness ou Descent Dungeon. Alors, quel est l'intrus parmi ces 3 jeux? Quel est l'intrus? Attention, attention. Donc là, du coup, j'ai moins de votes. Je ne sais pas si les 2 autres personnes qui votaient, je ne sais pas si ça a planté, si vous n'arrivez plus à voter ou si c'est que vous êtes plus connectés. Mais du coup, effectivement, il n'y a plus vos réponses. Et la réponse, il y a 3 réponses sur Descent Dungeon. Et l'intrus, c'était en fait Ranger of Shadow Deep. Pourquoi c'est l'intrus? Tout simplement parce que Four Against Darkness et Descent Dungeon sont 2 jeux qui se ressemblent pas mal. Qui sont des jeux où il faut jouer, en fait c'est des livres, où on va avoir des tables de lancer de dés. On va lancer un dé et on va avancer dans l'histoire avec juste notre lancer de dés, et on va créer en fait une carte en mettant une carte du monde avec notre crayon. Et on va avancer dans l'histoire comme ça, et on va lancer les dés pour savoir quels sont les monstres qu'on affronte, quels sont les nouveaux lieux où on va être, et l'évolution des personnages qu'on va avoir comme équipement, etc. Dans Ranger of Shadow Deep, on joue avec des figurines sur un plateau de jeu, et avec des missions bien définies, mais on n'utilise pas, le crayon pour créer la carte. Hop, et on continue. On continue. Combien de bâtiments différents peut-on faire dans une partie de Les Petites Bourgades? Donc dans Les Petites Bourgades, combien peut-on faire de bâtiments différents dans une partie? 8, 7, 6 ou 5? Allez, je vous écoute. Petite Bourgade, qui est un des jeux débloqués dans la gare à jeux et qui a été joué déjà à la toute première session de la gare à jeux. Et nous avons une réponse sur le 7, une réponse sur le 5, 2 autres personnes qui ne sont plus là pour répondre. Et la réponse c'était 8. On peut avoir 8 bâtiments au maximum, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle le monument. Et on a 7 bâtiments en fait. Ah oui, là tu coules, Loïc, tu coules. On a 7 bâtiments de départ, effectivement, qui sont valables pour tout le monde. Et on a aussi un bâtiment qui est spécialisé pour chacun des joueurs, qui est propre aux joueurs qui le contrôlent, qui est le bâtiment le monument, c'est un bâtiment spécial pour chacun des joueurs. Donc on a 7 bâtiments communs, plus un bâtiment personnel. Donc au total, ça fait 8 bâtiments. Et c'est parti pour la question numéro 28. Combien de joueurs maximum lors d'une partie de Magic Realm? Combien de joueurs maximum lors d'une partie de Magic Realm? Sachant que Magic Realm, c'est un jeu
un très très vieux jeu de 1979 qui a été réédité plusieurs fois, qu'on ne peut plus trouver, et qui est assez impressionnant, que j'aimerais bien trouver d'ailleurs personnellement. Et à combien de joueurs peut-on y jouer? Et la bonne réponse, c'était 16. C'était 16. D'ailleurs, on en avait parlé au tout début dans les questions test. Et rebonsoir pour les 5 spectateurs. Je vois qu'il y en a d'autres qui viennent d'arriver. On a 2 réponses sur le 8, une réponse sur le 32. Malheureusement, c'était 16 joueurs maximum. De 1 à 16 joueurs. Alors, je ne sais pas comment ça marche à 16 joueurs, mais ça doit être impressionnant, sachant que c'est le genre de jeu qui se joue sur plus de 4 heures de jeu. Donc, ça serait intéressant de voir comment ça fonctionne. Allez, question numéro 29. Je vous rappelle, au total, il y a 44 questions. Combien il y a de paquets d'aventures par cycle dans le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif? 7, 6, 5 ou 4? 7, 6, 5 ou 4. Le Seigneur des Anneaux est un jeu qui a été édité par Edge, créé en 2011 dans cette version-là, créé en 2011, et c'est un jeu qui fonctionne par cycle. Donc il y a, à chaque cycle, il y a des cartes un peu spéciales. C'est du deck building, on va vraiment créer nos personnages avec les personnages de la saga évidemment. Et la réponse c'est 6, donc une bonne réponse. Il n'y a que 20 secondes pour répondre, donc il faut vraiment aller vite, c'est pas évident. Donc une bonne réponse, bravo pour la bonne réponse. Et du coup, pour l'instant, on en est à 9 cycles. Vu le temps que l'âge du jeu, c'est très rare d'avoir un jeu comme ça de cartes évolutives. Bonne soirée, bonne soirée. Et merci pour les questionnaires. Du coup, bisous. Du coup, le paquet d'aventures de Seigneur des Anneaux, on en est au cycle 9. Et du coup, il y a 6 paquets d'aventures par cycle. Et on en est au cycle 9. Donc ils ne savent pas s'ils vont continuer à l'éditer parce que c'est du coup ça commence à faire longtemps qu'il est sorti et qu'ils font toujours des extensions avec des extensions. Mais du coup ça commence à devenir très cher pour avoir tout le jeu complet. Parce que vous imaginez pas le nombre de cartes que ça fait sur les 9 cycles. Mais il y a toujours beaucoup de joueurs. Moi c'est un jeu que j'adore d'ailleurs. Et il y a aussi la saga, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer les 9 cycles avec les paquets d'aventures dans chacun des cycles. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, de 1 à 4 joueurs en coopératif contre le jeu. Et on va créer du coup nos decks avec nos héros. On va jouer des héros, on va choisir 1, 2, 3, 4 héros en fonction de ce qu'on veut faire. Et on va jouer tous ensemble dans le jeu. Et il y a même des options de saga. Donc la saga, c'est-à-dire qu'on va reprendre le Hobbit ou on va reprendre la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et après, pour ceux qui ont vraiment avancé dans le jeu, il y a même les versions de Nightmare, qui sont les versions de cartes plus compliquées pour jouer de façon plus difficile. On continue. Question numéro 30. Allez, plus que 14 questions, on y va. Lequel de ces jeux n'a pas de système de sauvegarde? Time Stories, Kingdom Death Monster, Feudum ou 7e continent? Donc lequel de ces jeux n'a pas de système de sauvegarde? Ce sont des jeux qui durent longtemps, voire certains qui durent très longtemps, voire certains qui n'ont presque pas de fin. Et donc du coup, évidemment, ils ont inventé des systèmes de sauvegarde. Parce que sinon, ça serait compliqué de pouvoir y jouer et de finir les parties. Puisqu'en général, on ne finit pas une partie en une seule session de jeu. Et la bonne réponse, donc il y a 3 personnes qui sont toujours là en train d'y répondre. La bonne réponse, c'est Feudum. Donc sur Feudum, effectivement, c'est un jeu où on peut jouer entre 3 et 4 heures, on va dire, la partie. Et donc du coup, il n'y a pas de système de sauvegarde parce que la partie n'est pas assez longue. Contrairement au 7e continent, où par exemple, pour finir une malédiction en une partie, ça semble compliqué à moins d'y passer la nuit. Time Stories, on pourrait peut-être finir en une partie, mais pareil, encore faudrait-il y passer beaucoup de temps, et il n'y a pas de réponse sur l'autre. Donc une bonne réponse, bravo. On continue. C'est parti. Cherchez l'intrus, sachant que j'ai 1 heure pour jouer. Héros de Terrinoth, Dark Souls, Solenia ou Legend Untold.
Quel est l'intrus? Quel est l'intrus parmi ces jeux? Je n'ai qu'une heure pour jouer. Lequel jeu je ne pourrai pas sortir? Il y a un jeu que je ne peux pas sortir parmi tous ces jeux si j'ai qu'une heure pour jouer. Lequel? Hero Terranote, Dark Souls, le card game, Solenia ou Legend Untold? Et du coup, la bonne réponse était Dark Souls, le card game. Parce que sur Dark Souls, on ne peut pas finir la partie en 1 heure. Contrairement aux autres, où c'est tout à fait possible de finir en 1 heure. C'est marqué sur Legend Untold. Je n'ai pas compris ça. D'accord. J'ai marqué, j'ai en fait cherché l'intrus, sachant que j'ai qu'une heure pour jouer. Donc c'est l'idée, c'est j'ai qu'une heure pour jouer. Donc quel est le jeu que je ne peux pas sortir parce que j'ai qu'une heure. Et du coup c'est Dark Souls the card game qu'on ne peut pas sortir parce que en 1 heure de jeu ce n'est pas possible. Solenia, on peut y jouer en 1 heure, mais il faut être un peu rapide, mais ça passe. Legend Untold en 1 heure aussi, et Hero aussi de Terranote. Donc du coup, si la question était mal formulée, quand je l'explique, je comprends. Ben ouais, désolé. Du coup, je marquerai pas que chercher l'intrus. Si je refais une soirée questionnaire, du coup, pour des gens, s'il y a d'autres gens qui voudraient y participer, je le referai différemment. Mais bon, ce coup-ci, le replay, même si c'est pas affiché à l'écran, je pense que le fait que je vous pose des questions et que je donne les réponses possibles, ça permet quand même de faire un replay sur la soirée, même si ça s'affiche pas à l'écran. Surtout que j'explique un petit peu les jeux, donc ça peut être utile pour les gens qui connaissent pas les jeux. Je fais, même si l'explication est pas poussée, mais ça permet d'avoir un vaste rendu, compte rendu des jeux solo. Et on continue pour la question numéro 32. Alors, en dehors de la mise en place du jeu, quel est celui qui n'a presque pas de hasard dans le gameplay dans cette liste? Cloudspire, CO2 Second Chance, Ranger of Shadow Deep ou Theosis? Donc, dans lequel de ces jeux il y a très peu de hasard? Cloudspire, CO2, Ranger of Shadow Deep ou Theosis? Attention, attention. Et la bonne réponse, c'était CO2. Dans CO2, il y a très peu de hasard, à part sur la mise en place. Dans Theosis, c'est un jeu c'est un Kickstarter qu'on a reçu, et du coup, il y a quand même des tirages de cartes. Il y a des tirages de cartes, il y a même des lancers de dés pour certaines choses, donc du coup, il y a quand même du hasard dans Theosis. CO2, de jeu de Lacerda, où il faut contrôler plein de choses sur le climat, il y a beaucoup de paramètres à contrôler, mais une fois que le plateau est révélé, on sait ce qu'il faut faire pour contrôler l'empreinte carbone, etc. Donc très peu de hasard sur ce jeu, qui est très très chouette, mais très complexe, donc qui peut se jouer de 1 à plusieurs en coopératif. Il y a un mode coopératif, pour la deuxième édition en tout cas, qui est particulièrement axé coopératif, même si on peut y jouer aussi en compétitif. Et Theosis, c'est un jeu où on va construire au tout départ dans une cité, on va aller débloquer de l'équipement et des cartes de sorts de nos personnages. Et une fois qu'on a débloqué notre équipement et nos cartes de sorts et nos capacités, nos talents, on va partir dans une arène pour affronter des semi-dieux et pour affronter des créatures ou s'affronter joueur contre joueur. C'est un jeu où il y a un mode solo, on peut jouer en coopératif ou on peut jouer en compétitif. Jeu qui est très peu, on en parle très peu sur internet. Allez, question numéro 33. Jeu de rôle. Donc logiquement ce sont des jeux de rôle, lequel n'est pas un jeu de rôle. Cherchez l'intrus, Ranger of Shadow Deep, Iron Sworn ou Tunnel and Trolls. Donc lequel n'est pas un jeu de rôle, Ranger of Shadow Deep, Iron Sworn ou Tunnel and Trolls? Attention, attention. On y va. Les réponses. Et la réponse, c'était celui qui n'est pas un jeu de rôle, c'est Ranger of Shadow Deep. C'est un jeu de figurines. Iron Sworn et Tunnel and Trolls, ce sont des jeux de rôle. Il y a très peu de jeux de rôle où on peut jouer en solo.
Donc du coup, comme ce soir les questionnaires c'est quand même et la gare à jeux, c'est jeux avec au moins un mode solo. Les jeux avec un mode solo, il y a Iron Sworn où on peut jouer en coopératif ou en mode solo. Et il y a aussi Tunnel and Trolls qui est un jeu de rôle, un très vieux jeu de rôle qui existait au tout début de Donjons et Dragons. Il y avait aussi Tunnel and Trolls qui est un peu plus loufoque, un peu plus farfelu et qui a des modes de jeu solo qui est un peu assimilé à un livre dont on est le héros, mais qui reste jeu de rôle parce qu'on peut aussi y jouer avec du monde. Voilà, deux jeux très très sympas, alors que Ranger of Shroud Deep est un jeu de figurines. On y va, question 34. Combien existe-t-il d'extensions dans Terraforming Mars? 3, 5, 6 ou 4? Donc je répète, 3, 5, 6 ou 4. Donc combien d'extensions existe-t-il pour Terraforming Mars? Sachant que Terraforming Mars est un jeu dans le futur qui a très très bien fonctionné. Il est d'ailleurs dans les votes sur internet. C'est peut-être un des jeux qui est le plus adoré des joueurs. Vraiment très très, il a une très très bonne cote. Et du coup, il y a eu pas mal d'extensions qui sont sorties. Et il y a 5 extensions qui sont sorties. La dernière extension sortie voilà, qui était un Kickstarter de 2019. Et logiquement, un case est en cours depuis ce soir sur Terraforming Mars. Parce que logiquement, ils avaient dit qu'ils faisaient plus d'extension après la 5e, que c'était fini. Mais il y a peut-être un nouveau Kickstarter sur Terraforming Mars, alors si tu le dis Loïc. Et ils font quoi du coup sur c'est encore une extension? Parce qu'ils avaient dit qu'ils faisaient plus d'extension. Donc, oui, Terraforming Mars, mais du coup, ils font quoi? Une nouvelle extension encore? Parce qu'en 2019, ils avaient fait un Terraformoil, je crois, ou un truc comme ça. Big Boss avec tuiles et autres, d'accord. Donc du coup, c'est pour faire une grosse boîte. Bah, j'irai voir, tiens, j'irai regarder. Mais du coup, dans les extensions, en tout cas, c'est 5. 5 extensions. Donc super jeu de société. Super jeu de société à tester si vous ne connaissez pas déjà. On continue. Question numéro 35. Que risque-t-il de se passer dans Way of the Samurai lorsque l'on pioche une carte Wound 2? Donc lorsqu'on pioche une carte Wound 2, que risque-t-il de se passer? Celui qui la pioche risque d'avoir un bras coupé et se défausse de 2 cartes. La personne qui tire la carte doit faire un cri de guerre. Ouah! Celui qui pioche la carte risque d'avoir une blessure qui lui crève un œil. Et il jouera avec l'œil crevé. Ou celui qui la pioche risque d'avoir la tête décapitée et perd alors la partie. Alors, je répète, celui qui pioche la Wound 2 risque d'avoir un bras coupé et se défausse de 2 cartes. La personne qui tire la Wound 2 doit faire un cri de guerre. Celui qui pioche la carte risque d'avoir une blessure qui lui crève un œil et il devra jouer toute la partie avec un œil fermé. Ou alors, celui qui pioche la pioche risque d'avoir la tête décapitée et perd alors la partie. Ça, je ne vous ferai pas la démonstration. Et la bonne réponse, c'était 2 bonnes réponses, bravo. Celui qui la pioche risque d'avoir la tête décapitée. C'est un jeu qui est débloqué à la gare à jeux. Et effectivement, si vous piochez une blessure de niveau 2, vous risquez d'avoir une décapitation. Alors si c'est contre le boss, c'est très bien, vous pouvez le décapiter la tête. Si c'est contre vous, c'est un peu plus triste parce que vous partez instantanément. Donc, qui a été le deuxième jeu qu'on a joué sur la gare à jeux. Vous pouvez regarder en replay d'ailleurs. Et ça fait partie des jeux disponibles dans la ludothèque de la gare à jeux. Et bonsoir pour spectateurs ou spectatrices qui viennent de nous rejoindre. On en est à la 35e question, il en reste plus beaucoup, il y en a 44 en tout. Donc ça n'arrive pas à l'écran, c'est une extension qui s'appelle QuizKit que vous pouvez faire apparaître à votre écran en cliquant sur extension QuizKit pour avoir les questions et les réponses, même si je vous l'ai dit à voix haute. Et du coup, il y a des points en fonction des bonnes réponses. Question numéro 36. On y va. Liste des jeux qui sont Ameritrash. Donc là, il faut trouver le jeu qui n'est pas Ameritrash, quand je dis trouver l'intrus. Kingdom Death Monster, Nemesis, Feudum ou Folklore The Affliction. Donc Kingdom Death Monster, Nemesis, Feudum ou Folklore The Affliction.
The Affection. Alors, lequel de ces jeux n'est pas un jeu Ameritrash? Alors, on classifie comme ça dans les jeux de société, mais évidemment que c'est très global, parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas que Ameritrash, ou qui ne sont pas que Europe Game, ou Cube en Bois, etc., etc. Mais souvent, on les classifie quand même de certaines façons. Et du coup, la bonne réponse était Feudum. Feudum est un jeu qui n'est pas Ameritrash. Contrairement à Nemesis, qui est complètement Ameritrash. Quand on dit jeu Ameritrash, c'est un jeu souvent où il y a beaucoup de lancers de dés. Il y a beaucoup de lancers de dés qui a un fort background, c'est-à-dire qu'il y a une immersion dans l'histoire, une histoire très très poussée. Mais par contre, qui a une histoire très poussée, mais du coup, comme il y a beaucoup de dés, il va y avoir beaucoup de hasard. Ça n'empêche pas qu'il y ait de la stratégie, mais il y a beaucoup de hasard puisqu'il y a beaucoup de lancers de dés. Contrairement aux jeux qu'on appelle Euro, qui vont être plus sur des jeux de cartes, qui vont avoir des actions qui sont peut-être plus définies, puisqu'on va avoir moins de tirages aléatoires. Et qui, on dit, qui ont moins d'immersion dans l'histoire, mais encore une fois, ça dépend quand même des jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui prennent de l'Eurogame et aussi de l'Ameritrash. Question numéro 37. Quel est le Kickstarter qui doit être livré le plus tôt et en français parmi ces jeux? Assassin's Creed, Brother of Venice, Tinted Grail, Everfields ou Kingdom Death Monster, vague 3. Donc Kingdom Death Monster est déjà sorti, mais il y a la vague 2 aussi avec les expansions, mais il y a aussi la vague 3 et la vague 4 qui doivent sortir, qui sont des Kickstarter. Et il y a les autres jeux, Assassin's Creed, Tinted Grail et Everfield, qui sont aussi des Kickstarter qui sont terminés. Et du coup, parmi tous ces jeux, lequel doit sortir prochainement? Lequel va sortir le plus rapidement et en français? Parce qu'il y en a qui sont déjà sortis en anglais. Et c'est effectivement Tinted Grail. Tinted Grail est déjà sorti en anglais pour la boîte de base, mais il va sortir très prochainement en français. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est courant juillet, s'il n'y a pas de retard. Kingdom Death Monster, la vague 3, c'est très repoussé. C'est le genre de jeu où c'est souvent repoussé. Et c'est plutôt prévu pour début, à mon avis, début 2021, sauf grande surprise. Vague 3, c'est ce qu'on appelle le Gambler Chest. Gambler Chest, ça sera la vague 3. Prochaine question. Question numéro 38. Quel est le jeu qui n'est pas traduit en français et qui n'a pas de traduction fan-made? Shadow of Brimstone, Too Many Bones, The City of Kings ou Folklore The Affection? Donc lequel de ces jeux n'a pas de traduction ni dans la boîte de jeu, mais pas en français, et n'a pas de traduction faite par les fans du jeu. Souvent, quand il n'y a pas de traduction du jeu, il y a des fans qui font des traductions, et vous avez des groupes, des pages Facebook ou des forums avec les traductions du jeu, c'est vraiment génial. D'ailleurs, merci avec la guerre à jeu, je remercie tous les gens qui font ça, parce que c'est un énorme boulot de faire la traduction de tous ces jeux souvent de façon bénévole, de traduire les jeux qui ne sont pas traduits en français malheureusement. Et du coup, c'est City of Kings qui n'est pas traduit ni dans la boîte ni par les fan-made. Par contre, on a déjà fait une partie la semaine dernière. Demain soir, il y aura une partie live sur City of Kings. Et du coup, vous verrez ou vous avez peut-être déjà vu, qu'il n'y a pas énormément d'anglais. Donc même si comme moi, on n'est pas très fort en anglais, vous avez vu mon accent, ça n'empêche pas de pouvoir jouer et de comprendre le jeu. Il en existe une aide de jeu en français uniquement. Voilà, comme dit Loïc, il existe une aide de jeu qu'on peut prendre, qui permet de comprendre un peu les mécaniques, mais il y a juste l'aide de jeu qu'on peut aller trouver sur Internet, sur Board Game Geek, je crois. Mais sinon, il n'y a pas de traduction du jeu. Qui est un très bon jeu, c'est dommage, mais du coup on y joue demain soir, donc n'hésitez pas aussi à jouer avec nous demain soir. Question numéro 39, c'est parti. Pour faire l'équipement complet de la Green Armor dans Kingdom Death, de quelle extension je n'ai pas besoin? L'extension Gorm, le Slenderman, le Dung-Beetle Knight ou le Long Knight? Le Lion Knight, pardon. Le Gorm, le Slenderman, le Dung-Beetle Knight ou le Lion Knight. Donc, Kingdom Death Monster, il faut savoir qu'il y a 11 extensions
qui sont sortis de gameplay. Il y a même encore plus d'extensions, mais qui sont moins des grosses extensions de gameplay. On appelle ça les white box. Mais si on ne prend pas les white box ni les pin-up, il y a 11 extensions de gameplay. Et il y a une extension qui s'appelle la Green Armor. Donc on peut construire en fait l'armure verte. Et c'est une armure qui demande d'avoir d'autres extensions pour la construire. Et du coup, on n'a pas besoin du Slenderman pour pouvoir construire l'armure verte, la Green Armor dans Kingdom Death. Le Gorm est obligatoire. C'est d'ailleurs le Gorm, une des extensions qui apporte énormément de contenu. Donc du coup, souvent on dit il faut avoir le Gorm comme première extension du jeu de Kingdom Death parce qu'il apporte énormément de gameplay. Son seul problème, c'est il a un événement, le Gorm Climate, qui est un événement catastrophique pour les survivants, qui fait que des fois on perd beaucoup de survivants dans le jeu. Il faut savoir que dans Kingdom Death Monster, il faut surtout pas s'attacher à un héros. C'est-à-dire qu'on a des survivants et on a une civilisation de survivants. On amène nos survivants chassés qui vont améliorer leur civilisation. Ils vont chasser des créatures pour pouvoir récupérer des ingrédients, pour pouvoir se construire de l'armure, se construire des armes, construire leur civilisation, développer le langage, développer la religion, développer plein de choses. Et du coup, souvent, il y a des événements qui font que les personnages, nos survivants auxquels on s'attache, vont mourir fâcheusement par un mauvais lancer de dés. Et du coup, le Gorm apporte justement le Gorm Climate, qui souvent fait qui apporte des mauvaises nouvelles à la civilisation. Mais comme il y a beaucoup de survivants, du coup, on peut jouer un autre survivant à la suite. Donc, jeu qui peut se jouer à 4 joueurs. Et donc là, dans toutes les extensions, c'est le Slenderman qui n'est pas obligatoire pour faire cette armure. Prochaine question, question numéro 40. Dans lequel de ces jeux ne peut-on pas jouer qu'un seul héros par joueur? Donc dans tous ces jeux, il y en a un où on ne peut pas jouer qu'un seul héros. On est obligé de jouer plusieurs héros. Donc la plupart du temps, on a tendance à jouer au moins 2 héros dans les jeux, même en mode solo, parce que c'est plus intéressant au niveau du gameplay, pour se soigner, pour s'entraider, etc. Même quand on joue tout seul, on a tendance à jouer plusieurs héros. Mais il y a des jeux où on ne peut pas jouer qu'un seul personnage. Par exemple, dans Kingdom Death, on ne peut pas dire je vais jouer un seul survivant, on en joue 4 de survivants. Donc quand on va chasser, on joue 4 survivants, sauf évidemment s'il meurt pendant la partie. Donc dans ces jeux-là, Too Many Bones, Midara, Descent Dungeon, Shadow of Brimstone, dans ces 4 jeux, il y en a un où on ne peut pas jouer un seul héros, on est obligé d'en jouer plusieurs. Donc Too Many Bones, Midara, Descent Dungeon ou Shadow of Brimstone. Et la bonne réponse c'était Midara. Dans Midara, on ne peut pas jouer qu'un seul personnage, on est obligé d'en jouer plusieurs. Plusieurs à la fois, même quand on joue en solo. Dans Too Many Bones, pour la personne qui a choisi Too Many Bones, je ne sais pas qui c'est, n'hésitez pas à écrire dans le chat. C'est Too Many Bones, on peut jouer un personnage. Alors c'est vrai que ce qu'on appelle les Gearlock, on a tendance à en jouer minimum 2 quand on joue en solo, parce qu'il y a plus d'interaction. Comme on disait tout à l'heure, on a tendance à dire je vais en jouer 2. Mais dans le jeu, il y a des cartes prévues, qui s'appellent les cartes solo de rencontre. Et du coup, on peut tout à fait jouer qu'un seul personnage. Pour découvrir le jeu, on d'ailleurs conseille de jouer qu'un seul Gearlock dans Too Many Bones. Quand on est un peu plus avancé, on a tendance à en jouer au moins 2, parce que c'est un peu plus sympa, même quand on joue en mode solo. Et question numéro 41. Si je veux finir tout ce qui existe dans le jeu avec ses extensions, lequel me prendra le plus de temps? Time Stories, Gloomhaven, Kingdom Death Monster ou 7e continent? Donc attention, dans tous ces jeux-là, on prend aussi en compte les extensions. Si je prends le jeu et ses extensions, lequel me prendra le plus de temps pour tout finir, avec les extensions comprises? Time Stories, Gloomhaven, Kingdom Death Monster ou 7e continent? Ce sont tous des gros jeux, si on considère qu'en plus il y a des extensions, ce sont des jeux où il y a beaucoup de contenu et on peut vraiment y jouer de longues heures. Et la bonne réponse c'était Kingdom Death Monster. Dans Gloomhaven, si on ne rejoue pas les scénarios, dans la boîte on a une centaine de scénarios.
On va pas jouer les 100 scénarios, mais une centaine de scénarios. Plus il y a l'extension, on dit qu'il y a plus de 100 heures de jeu dans Gloomhaven. Donc effectivement, Gloomhaven, on a beaucoup d'heures de jeu, mais mais il y en a quand même moins que d'autres. Time Stories, on a beaucoup d'extensions, donc on a aussi beaucoup d'heures de jeu, mais c'est peut-être de la liste celui où on a le moins d'heures de jeu malgré toutes les extensions. Septième continent, effectivement, avec les malédictions, septième continent, on peut avoir aussi des centaines d'heures de jeu. Ça dépend si on est mauvais et que l'on joue en mode invincible dans le septième continent. C'est vrai, mais même si on joue en mode invincible ou si on est mauvais dans le septième continent, on aura de toute façon moins d'heures de jeu que dans Kingdom Death Monster. Septième continent, on peut avoir effectivement une centaine d'heures, voire plus, comme dans Gloomhaven, voire plus d'heures de jeu, peut-être 200, peut-être 300. On peut avoir énormément d'heures de jeu, mais dans Kingdom Death Monster, avec ses extensions, c'est presque infini. En fait, vous pouvez jouer des années sans avoir de fin, parce que il y a énormément de contenu. Sachant qu'on va décider quelle extension on met, il y a, comment on peut appeler ça, en fait vous allez décider au tout début de la partie sur quelle campagne vous allez jouer. Il y a plusieurs campagnes différentes dans Kingdom Death Monster, et dans chaque campagne on va rajouter des extensions différentes, donc il y a plusieurs combinaisons possibles, et il faut savoir que pour tout voir du jeu, pour vraiment jouer à tout, c'est des heures, c'est une infinité d'heures. C'est vraiment une infinité d'heures. Et je ne parle pas du temps pour construire pour monter les figurines. Rien que pour monter les figurines, c'est des heures et des heures de travail. Juste pour les peindre, pour ceux qui peignent les figurines de Kingdom Death Monster, c'est des centaines d'heures de travail aussi. Et en général, j'ai jamais vu personne qui avait fait tout du gameplay et qui avait tout peint. En général, dans Kingdom Death Monster, on voit les personnes ou qui peignent ou qui jouent, parce que de faire les deux, c'est très compliqué. Il faudrait vraiment passer tout son temps à ça. J'ai d'ailleurs rencontré des personnes qui jouaient que à ce jeu, qui n'ont rien d'autre dans leur ludothèque que Kingdom Death Monster, parce que ça demande, on pourrait y jouer tous les jours, 10 heures par jour si on avait envie. Donc effectivement, tous les jeux qui ont été proposés là sont tous des jeux avec des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, mais Kingdom Death Monster a quand même le plus d'heures de gameplay, même si dans le 7e continent, on a de quoi faire, c'est clair. Et comme tu dis Loïc, en plus ça dépend si on est mauvais ou pas. Moi c'est vrai que la première malédiction, j'y ai passé 20 heures pour arriver au bout et me casser les dents dessus. Allez, on continue. Question numéro 42. Je commence en prison et je suis libre de me déplacer sur la carte du monde comme bon me semble. Je suis Gloomhaven, Forbidden Fortress, Sword of Sorcery, Dungeon Degenerate. Gloomhaven, Forbidden Fortress, Sword and Sorcery ou Dungeon Degenerate. Lequel de ces jeux nous fait commencer en prison? Et ensuite, on a une carte où on peut se déplacer. On est très libre de se déplacer dans le jeu. Alors, lequel de ces jeux? Et la bonne réponse était Dungeon Degenerate. On a un troisième vote, donc on a une troisième personne apparemment qui vient d'arriver, qui n'est pas dans les spectateurs, c'est étonnant. On n'a que 2 spectateurs, mais on a 3 votes. Donc du coup, il y avait 2 pour Forbidden Fortress, mais non, c'est Dungeon Degenerate. Dans Dungeon Degenerate, on commence en prison, on joue un malfrat, donc ça change un peu. Le look du jeu est très très particulier, c'est ça qui fait aussi son identité. Contrairement à plein d'autres jeux, il a une identité très visuelle, très intéressante. Et on joue un peu des anti-héros, et on va avoir une carte où on va pouvoir se déplacer. Et c'est un jeu qui n'est pas du tout linéaire, il est très ouvert, parce qu'on va pouvoir décider de se déplacer comme on veut sur la carte. Donc il nous oblige pas à aller à tel endroit ou tel endroit. On peut le faire parce qu'on a des quêtes, mais on n'est pas obligé. Donc vraiment un jeu qui est très 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 sympa, qui n'est pas débloqué là dans la gare à jeu, mais qui est vraiment très chouette. Et en fait, vous allez avoir une histoire où vous allez pouvoir avoir des embranchements et choisir en fonction si vous voulez aller tuer quelqu'un, si vous voulez aller aider quelqu'un. Vous allez avoir plein de quêtes différentes et en fonction de vos choix, ça va changer le cours de votre histoire. Vraiment un jeu très 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 chouette. Et on continue. Question numéro 43. Combien de combinaisons de monstres il y a dans The City of Kings? 10 000, 1000, 10 millions ou 100 000? 10 000, 1000, 10 millions ou 100 000?
Alors, attention. 1 million, 1000, 10 000. Attention, attention, la réponse est... Et bien la réponse, dans la boîte de jeu, sur les règles, il y est marqué qu'il y a 10 millions de combinaisons possibles. Sauf si je me suis trompé dans les zéros, mais je ne pense pas. Donc du coup, il y a une combinaison impressionnante du nombre de monstres, en fait, parce qu'ils ont des tokens d'action, des jetons d'action qui sont différents. Et du coup, en fonction de ce qu'on pioche, on peut avoir une infinité de combinaisons. C'est un jeu avec des tuiles, donc comme je disais, on y rejoue demain. Il y a déjà eu un gameplay dessus. Et c'est un puzzle game parce que du coup, on peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Erreur de frappe de l'éditeur. Ok. En tout cas, sur le papier, quoi. 10 millions de combinaisons possibles. En tout cas, voilà, il y a un nombre de combinaisons invraisemblables possibles pour les créatures qu'on peut rencontrer. Contrairement au reste où les personnages et les tuiles, etc., on va pouvoir un peu anticiper ce qui va se passer, même si on va découvrir les tuiles pendant la partie. Et pour clôturer ce grand quiz de la soirée, la dernière 44e question. Donc du coup, encore une fois, même si les spectateurs n'étaient pas au courant qu'il y avait le grand quiz des jeux de société ce soir, ça s'affiche sur le quiz kit des joueurs qui étaient en direct aujourd'hui. Donc merci aux joueurs qui ont pu suivre la partie, le grand quiz. En fait, il y a des points qui sont attribués aux joueurs en fonction des bonnes réponses et il y a un classement final que vous aurez en fonction de vos bonnes réponses sur les 44 questions. Donc comme ça ne vous apparaît pas sur le replay à l'écran, je pose les questions et je vous donne les réponses qui sont possibles. Mais logiquement, quand on est sur le streaming, sur Twitch, vous avez les questions et vous pouvez décider des réponses que vous voulez. Et dernière question, attention, attention, c'est parti. On y va. Attention, attention, si je veux avoir la possibilité de jouer dans un univers très varié, je prends quel jeu avec ses extensions? Sword and Sorcery, Shadow of Brimstone, Descent, la version numéro 2, ou Folklore, The Affliction. Si je veux un univers varié, c'est-à-dire qui ait toutes les époques, qui ait des lieux différents, qui est vraiment, que ce soit pas juste médiéval fantastique, que ça soit pas juste un style de personnage, quel est le jeu parmi ces jeux qui est le plus varié avec ses extensions? Donc il y a un de ces jeux qui a des extensions qui lui apportent énormément de variété et qui apportent des univers très très différents. On peut partir dans du futur, dans le passé, dans des régions différentes. C'est très très varié. Et la bonne réponse, c'était Shadow of Brimstone. Dans Shadow of Brimstone, on a les extensions qui permettent de jouer au Japon avec un ninja, avec un samouraï. On peut jouer le tout premier Shadow of Brimstone qui est avec des explorateurs de mines. On peut y jouer dans le futur, on peut jouer avec à l'intérieur de créatures, on a toutes les combinaisons avec les extensions possibles. Et ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez toutes les extensions, alors ça revient cher, c'est un jeu avec des figurines, ce qu'on appelle les corsets, il y a plusieurs corsets. Pour jouer, il faut minimum avoir un corset, c'est-à-dire un jeu de base. Et si on veut un corset, il faut compter dans les 90 € le corset. Avec le corset, on peut jouer, pas de souci. On peut rajouter des mini-extensions qui sont reliées au corset ou à d'autres corsets. Et on peut rassembler les corsets entre eux. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 4 corsets différents, donc 4 univers complètement différents. Et en fait, vos personnages, mon ninja, va pouvoir se retrouver dans le futur, dans le passé, dans des mines, etc. Parce que j'assemble les corsets différents. Donc c'est un jeu qui a vraiment si on aime des univers très variés, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup parce qu'il a un univers très très varié. Par contre, ça chiffre vite aussi. En même temps, un peu comme Kingdom Death Monster qui chiffre vite. Les jeux à figurines, de toute façon, ça chiffre vite. Folklore The Affliction, on a un Kickstarter qui vient de finir là, qui était en late page, qui est très assimilé quand même jeu de rôle, qui va avoir une grande immersion au niveau de l'histoire, mais qui va rester quand même dans un univers prédéfini. Il ne va pas sortir comme dans Shadow of Brimstone avec des univers très différents. Alors, Show Final Results. Attention, on va voir le résultat maintenant. Savoir sur les 44 questions qui a
qui a réussi à avoir le plus de bonnes réponses. Attention, attention. Et le résultat final est Super Mato Loïc! Super Mato Loïc! Bravo Loïc! Tu es premier sur 4 participants. Tu es premier avec 84 874 points. Bravo, bravo à toi. 85 874 points. Bravo. Bravo, bravo. On a les autres participants qui ont eu des fois des très bonnes réponses, des fois des moins bonnes. Sauf que du coup, si on met du temps à répondre, ça donne moins de points. Donc plus on attend et moins on a de points. Donc du coup, Loïc a répondu très vite. Du coup, il a eu plus de points. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais effectivement, c'est l'avantage de QuizKit, c'est que vous avez un questionnaire, vous avez 20 secondes pour y répondre. Et plus vous répondez vite, plus vous gagnez des points. Donc là, du coup, il y a eu beaucoup plus de points parce que du coup, les réponses ont été rapides. Plus les réponses sont rapides, évidemment, plus elles sont bonnes, plus on a de points. Donc Loïc nous a pas fait un sans faute, mais pas loin. Je crois, Loïc, si je ne dis pas de bêtises, sur 44 questions, il me semble que tu as fait 4 fautes. Il me semble que tu as eu, sur 44 questions, il n'y a que 4 questions où tu as eu faux. Donc on sent le connaisseur des jeux de société avec un mode solo et réponse très rapide. Donc 85 874 points et la quatrième personne moins 182 000 parce qu'aussi on perd des points beaucoup quand on se trompe de réponse. Question score. Tu me dis bien plus de fautes que ça, d'accord. Donc plus de 4 fautes sur les 44 questions. Il faut savoir quand même que cette soirée c'était des jeux. C'était un questionnaire pour des personnes quand même qui connaissent pas mal les jeux de société en solo. C'était des questions qui n'étaient pas évidentes, mais je voulais retracer un peu un large panel de jeux de société pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Évidemment, il en existe beaucoup plus. Il en existe beaucoup plus. Donc même Loïc qui en connaît pas mal, il a fait une quinzaine de fautes apparemment d'après ce que tu dis. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de retracer le plus de jeux possible. Vous montrer aussi, même si on ne connaissait pas dans la soirée les jeux, c'était pas grave. C'était justement de vous donner un peu une brève définition de certains jeux solo. Donc avec le questionnaire, ça permettait aussi justement de retracer un petit peu tous ces jeux et de vous les expliquer brièvement. Mais on pourra le faire plus en détail ou on pourra même faire des questionnaires plus approfondis sur certains styles de jeux. Mais là, ça permettait de retracer un peu les 4X, Eurogame, Ameritrash, sur les jeux solo avec des jeux qui sont coopératifs ou compétitifs. Il y avait beaucoup de dungeon crawlers, ce qu'on appelle les dungeon crawlers, c'est-à-dire on va dans un donjon avec nos héros et on va aller combattre des créatures. Mais il y avait aussi des jeux, évidemment, pas du tout dungeon crawler dans la soirée. Donc je pense qu'il y a une partie temps fort du replay qui pourrait être utile pour les joueurs, même si vous ne l'aviez pas à l'écran, les questions-réponses du QuizKit. Je pense que ça pourra quand même fonctionner avec le fait que je vous ai parlé des questions et des réponses, même si vous ne le voyez pas à l'écran. Voilà, voilà. Merci à ceux qui ont suivi. Loïc, je ne sais pas ton retour sur la première soirée QuizKit. Donc effectivement, on n'avait pas trop de monde en spectateur puisque c'est la première soirée. Il faut le temps un peu des réglages. J'ai passé pas mal de temps à faire les questions. Ça m'a pris un bon moment dans la journée aujourd'hui et hier pour vous concocter tout ça. C'était pas évident d'essayer un peu d'imaginer ce qui pouvait avoir un bon panel. Ouais, bravo à tout le monde, là, à tous ceux qui ont pu y participer, aux 4 participants et participantes, et ceux aussi qui n'ont pas participé mais qui ont juste suivi. J'espère que ça vous a plu. Oui, très bien, renouvelé, d'accord, super. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire juste comme ça dans ton retour ce que tu as pensé en positif, ce que tu as trouvé bien parmi ces questions, peut-être dans les retours au niveau de tout ça, et aussi s'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce que tu améliorerais, peut-être avec des thèmes ou autres. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'était un thème grand, global. Donc j'ai fait 44 questions. La gare à jeu, le concept, c'est que dans les jeux qui sont débloqués de la ludothèque de la gare à jeu, il faut qu'il y ait au moins un mode solo. Ça ne veut pas dire qu'on doit jouer que en solo, mais il faut qu'il y ait au moins un mode solo. Donc l'idée de ce soir, c'était de présenter des jeux, par exemple, qui peuvent être sur la gare à jeu, c'est-à-dire qui ont au moins un mode solo, mais qui peuvent se jouer à 2, 3, 4, vous avez vu, même jusqu'à 16, voire même jusqu'à 99, comme vous avez pu voir avec Welcome ce soir. Donc du coup, c'était un thème généraliste
Mais effectivement, on peut tout à fait faire des thèmes plus spécifiques avec puzzle game, donjon crawler, des Ameritrash justement, Eurogame, ou essayer de fixer en fonction des envies de chacun. C'est bien d'animer et de faire vivre les réponses. D'accord, donc du coup ça t'a plu. Effectivement, je pense que l'idée quand même, c'est qu'on n'a pas la science, on connaît pas tout. Moi non plus, loin de là. Hein. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir apprendre tous ensemble. Et le but des quiz, c'est de découvrir. Donc, logiquement, sur Internet, vous avez plein de réponses à vos questions. L'idée un petit peu ce soir, c'était découvrir aussi ensemble les jeux que vous connaissez pas. Vous répondez pas spécialement bien, mais vous découvrez en fait des jeux voilà, avec moi. Vous découvrez avec moi, avec nous, découvrez des jeux que vous connaissez peut-être pas, et puis aussi des spécificités. Ça permet d'en parler aussi et de parler de la spécificité de certains jeux. Les points négatifs pour les mauvaises réponses font mal. Oui, ça c'est QuizKit qui organise ça automatiquement. Donc j'ai choisi un overlay parce que là vous l'avez pas vu à l'écran, mais l'overlay permet quand même aux joueurs d'avoir un minutage sur les questions, d'avoir un classement. Donc vous pourriez être 400 et avoir un classement à la fin. Et du coup, ça permet quand même d'avoir un truc assez sympa. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Loïc, de QuizKit, mais il me semble que pour ceux qui jouent, une fois que ça fonctionne, à mon avis, ça fonctionne bien et c'est assez ludique, c'est assez sympa. Parce qu'il y a des quiz qui sont beaucoup plus austères, qui se font dans le chat, donc qui fonctionnent pour tout le monde. Du coup, on aurait pu le faire dans le chat pour tout le monde, mais ça aurait été beaucoup moins sympa pour les spectateurs. Là, l'idée, c'est qu'on peut cliquer sur la réponse, ça se fait vite, c'est dynamique. Donc c'est assez sympa, même si pour le replay c'est moins fun, parce que vous ne le voyez pas à l'écran. J'aurais pu faire les deux d'ailleurs et le marquer aussi dans le chat. Questions et réponses plus courtes parfois. Ah oui, par contre ça c'est pareil, on ne peut pas décider. C'est-à-dire que malheureusement dans la programmation du logiciel, il faut qu'on décide si on met 30 secondes, 20 secondes, 40 secondes. Pour ceux qui lisent mal, oui, tout à fait. Mais en fait, j'avais fait ça parce que si jamais on met 30 ou 40 secondes, on peut tout à fait aller chercher les réponses sur Internet, malheureusement, et mettre la réponse qu'il me faut sur le quiz. Alors effectivement, la plupart ne le font pas, mais pour éviter quand même d'avoir tendance à aller chercher les réponses sur Internet, pardon, j'ai préféré mettre 25 secondes au lieu de plus. Mais j'aurais pu, effectivement, je pourrais la prochaine fois mettre 30 secondes. Tu me parles de questions et réponses plus courtes parfois. Ah oui, pardon, d'accord, c'est les miennes, ok. Donc oui, évidemment, je peux avoir des... d'accord. Je pourrais mettre des questions qui sont moins longues pour pas avoir de problème de compréhension sur les questions. Ou des réponses à lire. Ok, sur les réponses à lire, pour que ça soit plus facile et plus rapide sur certaines questions. D'accord. Effectivement, il y avait quelques questions qui étaient un peu longues ou qui étaient un peu longues dans les réponses, donc du coup, on pourra améliorer ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, Loïc, en parlant de ça, comme tu as fait premier sur les participants ce soir, tu as le droit à, entre guillemets, un reward, tu as le droit à un cadeau qu'on attribue à la chaîne. Dans les cadeaux pour le gagnant de la soirée, c'est en proposition, c'est ou d'attribuer 100 d'expérience à la gare à jeux, grâce à ta participation, ou de choisir de venir à la gare à jeux faire un podcast et de parler ensemble de tes affinités avec les jeux, de ce que tu aimes bien, de dire aussi, de proposer des choses, peut-être que toi tu as envie de proposer des choses aux joueurs et tout ça, donc de possibilité de faire un podcast, ou en troisième de choisir le jeu qui sera joué mercredi 24. Donc voilà, parmi ces trois options-là, il faut que tu choisisses ce soir laquelle tu veux. Donc donner 100 d'expérience à la gare en plus, ou de choisir le jeu du 24 juin qui sera joué tous ensemble, ou alors de faire un podcast prochainement. Donc parmi ceux-là, qu'est-ce que tu décides? C'était le petit cadeau de récompense en arrivant premier à la gare à jeu. Sachant que demain soir, par contre, ça sera City of King qui sera proposé. 100 d'XP pour la gare et venir. Ça marche. Encore merci à toi parce que du coup, tu nous as fait un don à la gare à jeu. Sachant que pour chaque euro donné à la gare à jeu, c'est 50 d'expérience. Donc il y a eu un don de 10 euros, ça a donné 500 d'expérience à la gare. Moi, ça me permet de... du coup, il y a par exemple l'abonnement qui me coûte 7 euros pour être sur Streamlabs OBS et vous fournir plein d'options.
pour les quiz, pour la barre de niveau. Il faut savoir que la barre de niveau de la gare à jeux est automatique. Quand il y a un nouveau follower, quand il y a un nouveau souscripteur ou quand il y a des dons, la barre s'augmente automatiquement, sauf bug. Donc du coup, ça c'est une application particulière. Donc tout ça, c'est un abonnement en fait que je prends. Donc du coup, merci pour voilà pour les dons pour la gare à jeux. Et puis parce que le début est pas évident, parce qu'il faut la streamcam a été reçue pour la gare à jeux, mais il y a un problème de connectique, donc je vais aller voir en magasin demain. Donc je l'ai pas ce soir. Voilà, mais merci en tout cas. Et puis du coup, ben voilà, donc Loïc a rapporté au total 500 d'expérience avec le don. Donc du coup, la gare à jeux est passée niveau 3 et on a débloqué deux nouveaux jeux, Legend Untold et Too Many Buns. Donc merci à toi. Et puis du coup, je les présenterai prochainement, surtout Legend Untold, puisqu'il n'y a pas de version présentée en français. Donc j'en parlerai prochainement sur une vidéo, sûrement sur YouTube, de présenter ce jeu. Donc du coup, on augmentera de 100 d'expérience dans ce cas-là, la gare à jeux, puisqu'elle est niveau 3. Il faut 700 d'expérience pour qu'elle passe niveau 4 et débloquer encore de nouveaux jeux. Pour l'instant, on a les petites bourgades, Way of the Samurai, One Deck Dungeon, on a donc du coup City of King, on a Too Many Buns et on a Legend Untold. Donc on a déjà 6 jeux dans la ludothèque de la gare à jeux, en sachant que l'idée, c'est qu'on puisse tous les mercredis soirs jouer tous ensemble sur la gare à jeux, jouer tous ensemble contre le jeu, en coopératif contre le jeu, en mode solo. Et après, c'est vous qui décidez en fait les jeux qui seront joués sur les sessions suivantes. Donc du coup, vraiment, c'est vous qui êtes là pour lancer les dés, pour décider lors des parties et pour décider des prochaines parties. Donc du coup, plein d'idées de nouveaux jeux. Ouais, voilà, génial. Du coup, plein d'idées de nouveaux jeux, super, merci à toi. Donc je mettrai 100 d'expérience à la gare. Donc merci. Merci aussi à ceux qui suivent, parce qu'il y a du monde qui suit, des spectateurs qui sont en train de regarder en direct là la fin du quiz. Donc 44 questions qui ont été données. Je ferai un temps fort sur les questions, même si elles n'arrivent pas à l'écran. Je pense que ça peut être sympa pour des spectateurs qui veulent revoir en replay la soirée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment. Demain soir, on fait du City of King tous ensemble, donc n'hésitez pas de venir jouer avec nous en tout cas. Je pense que ça n'a pas trop mal marché ce soir, le son et la mise en place. Une fois que ça a fonctionné, QuizKit a bien fonctionné à mon avis. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Notre spectateur, je ne vois pas sur le chat. Donc, en tout cas, Loïc, si tu as d'autres choses à dire par rapport à cette soirée. En tout cas, merci à toi pour ta participation et pour